Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Est-ce que j'ai eu une alimentation sereine un jour ? Je m'interroge aujourd'hui. La première réflexion qu'elle a eue sur mon poids, j'avais 3 mois. Et puis j'ai fait mon premier régime quand j'avais 8 ans. Je me suis fait vomir pour la première fois de ma vie. Et puis après, je me suis dit, mais quel gaspillage ! Tu vas pas manger et vomir, autant ne plus rien manger. Et c'est là que j'ai fait mon entrée fracassante dans les TCA à proprement parler. La crise se terminait, ça avait anesthésié tout ça, je remettais le couvercle, je repartais pour un tour, en jouant le rôle de quelqu'un que je n'étais pas en fait. Donc je me suis occupée de moi et je suis maintenant à un niveau de paix avec la nourriture que je n'aurais même pas imaginé possible il y a 1 an. J'aurais passé la moitié de ma vie à souffrir de manger. C'est absurde, ça me semble absurde aujourd'hui. Le chemin est long, mais le soulagement il est rapide. Bienvenue dans l'épisode 18 de la pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de Jeanne. Pour Jeanne, la relation troublée avec son alimentation a commencé très très jeune. Bébé déjà, le médecin disait à sa mère qu'elle prenait trop de poids. Elle a suivi plusieurs régimes, dont Weight Watchers avec sa mère avant même l'adolescence. L'année de ses 15 ans a marqué pour Jeanne l'entrée dans les troubles du comportement alimentaire. Après un travail psychothérapeutique, elle a vu un espacement puis une disparition des crises il y a 7 ans. Cependant, Jeanne pensait que son comportement alimentaire ne pourrait jamais redevenir normal. Et c'est au moment du premier confinement, en mars 2020, alors qu'elle était à 2 doigts d'entamer un nouveau régime, qu'elle a découvert l'alimentation intuitive et s'est rendue compte que son comportement alimentaire n'était en fait pas du tout serein. Jeanne a alors commencé à se faire accompagner par une personne utilisant les concepts de l'alimentation intuitive et elle peut à présent dire qu'elle ne mange plus avec sa tête et qu'elle est sur le chemin d'une relation avec son alimentation fluide et apaisée. Jeanne a à cœur aujourd'hui de transmettre son expérience et de militer contre la culture des régimes par le biais de son compte Instagram. Je vous laisse découvrir le témoignage de Jeanne. Bonjour Jeanne, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast La pleine conscience du pouvoir pour que tu partages avec nous ton expérience et que tu nous partages ton témoignage. Et dans un premier temps, alors déjà je te remercie d'avoir accepté et dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter à nous ? Oui, alors bonjour Anne, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Je suis ravie de cet échange et puis bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc je m'appelle Jeanne, j'ai 35 ans, je suis juriste, je suis mariée et j'ai une fille qui a 2 ans et demi. Et j'ai eu un rapport très troublé à l'alimentation qui s'est bien normalisé, en tout cas bien amélioré, on va dire, en 2020. Et j'ai eu envie, au cours de ce parcours, d'en parler. Donc j'ai ouvert un compte Instagram qui s'appelle Woman in Progress pour parler de choses et d'autres. Je ne parle pas que d'alimentation, mais quand même beaucoup, pour partager mon parcours, mes réflexions, etc. autour de l'alimentation. Ouais, il y a vraiment, on y reviendra peut-être un peu plus loin au travail que tu fais sur Instagram, mais moi je sens vraiment une valeur de contribution forte en fait dans ce travail que tu fais, de partage, de contribution, de faire avancer les choses aussi. J'ai vraiment hésité à le faire, de l'ouvrir ce compte. J'avais un compte Instagram que j'alimentais en fait très peu. J'étais plutôt dans une phase de je veux être moins sur les réseaux sociaux. Et puis en fait, quand moi j'ai entrepris de faire tout ce travail autour de mon alimentation en 2020,
j'ai cherché des comptes de témoignages et en fait, j'en ai pas trouvé tant que ça. Alors, il y en a beaucoup qui fleurissent en ce moment, mais j'en ai pas trouvé tant que ça. Et je me suis dit, non seulement j'avais envie de partager ce qui se passait en moi, ça me fait du bien souvent de formuler ce qui se passe dans ma tête. Je trouve que la formulation, de poser les mots, c'est très libérateur. C'est un peu un travail de journaling en fait. Je pourrais le faire dans mon carnet intime et puis à la place je le fais parfois sur Instagram. Et puis aussi parce que progressivement en fait j'ai fini par me rendre compte qu'on a tendance à penser que parler de l'alimentation et des troubles du comportement alimentaire c'est étaler un peu son intimité parce que on relie ça énormément à un sujet qui est personnel, intime, psychologique. Et en fait, de plus en plus, je pense que c'est un sujet qui est éminemment politique. Déjà, c'est une question de santé publique et je pense que les gens qui traversent ces difficultés ont besoin d'entendre des témoignages. Alors peut-être qu'avant, on témoignait au sein d'associations. Maintenant, c'est des témoignages 2.0 à l'heure d'Internet. Donc ça se fait sur les réseaux sociaux. Mais aussi parce que je pense qu'il y a un sujet qui est éminemment politique derrière. C'est pas pour rien qu'on se retrouve avec une alimentation troublée. Je pense que ça vient de toute la culture, de la société, et c'est pas pour rien que ça touche en grande majorité des femmes. Je pense que c'est un lien avec le contrôle qu'on impose sur notre corps, sur nos assiettes, à une quête d'un idéal qu'on n'atteindra jamais, et qui du coup en fait nous névrose. Et du coup nous fait basculer dans une alimentation troublée pour, je pense, beaucoup de monde malheureusement, et dans des troubles du comportement alimentaire à proprement parler pour certaines personnes. Je dis bien sûr pas que ça ne touche pas les hommes, mais la proportion, j'ai plus exactement les chiffres en tête, ça touche quand même plus les femmes. Et est-ce que tu serais OK alors pour nous partager ton propre parcours alors dans cette relation-là? Oui, alors j'ai beaucoup y réfléchir, c'est toujours un peu compliqué de reconstituer le puzzle. Je pense que c'est peut-être comme ça pour tout le monde, on s'interroge toujours sur pourquoi, quel chemin nous a conduit à ça, mais moi je pense que est-ce que j'ai eu une alimentation sereine un jour? Je m'interroge aujourd'hui. Je pense que j'ai toujours eu une alimentation assez troublée. En fait, on a été un peu sur le dos j'allais dire de mes parents, de ma mère, par rapport à mon poids. Très petite, la première réflexion qu'elle a eue sur mon poids, j'avais 3 mois. Et déjà, le médecin trouvait que j'avais pris trop de poids et qu'il fallait que ma mère arrête les farines alors qu'elle allaitait. Donc, elle a expliqué que c'était juste de l'allaitement. Et quand on regarde mon carnet de santé des 4 ans, en fait, il y a déjà des choses, parce que j'étais au-dessus de la courbe, la fameuse courbe de poids. Et donc, du coup, d'aussi loin que je m'en souvienne, je devais faire un peu attention à ce que je mangeais. En plus, je viens d'une famille nombreuse, donc d'aussi loin que je me souvienne, il n'y avait jamais assez sur la table. On se battait pour avoir la dernière part de gâteau, pour avoir le petit paquet de céréales au chocolat et pas les cornflakes qu'on n'aimait pas. Enfin voilà, c'était comme ça. Donc je pense que tout ça, c'est des choses qui n'aident pas à être connectées à ces signaux de faim, de satiété, de rassasiement. Et puis j'ai fait mon premier régime quand j'avais 8 ans. Le contexte, c'est que j'étais au-dessus de la courbe de poids, donc de toute façon, comme je l'ai dit, on était un peu sur mon dos et sur le dos de ma mère. Mais en plus de ça, j'avais démarré la danse classique. Et du coup, c'est évident que c'est un milieu qui n'aide pas à ce niveau-là. J'avais plutôt un bon niveau. J'allais faire mon premier concours en extérieur de mon école de danse. Et à l'époque, mais je crois que c'est toujours le cas, dans les concours de danse classique, il y a une note de morphologie qui inclut la souplesse, mais aussi la silhouette, quoi. Et moi, toute ma vie, j'ai fait des concours de danse en sachant que à l'époque, dans certains concours, c'était la moitié de la note. Donc je savais par avance que moi, de toute façon, je concourais pour le plaisir, parce que je savais par avance que j'aurais pas de prix, puisque j'avais de toute façon un 0 pointé ou une petite note, une note très faible côté morphologie. Et donc du coup, j'ai fait alors d'ailleurs, on était à l'époque et consulter un diététicien qui avait été recommandé par une copine de danse, enfin par les parents d'une copine de danse. Rendez-vous catastrophique, médecin affreux qui m'avait énormément inquiétée en disant que vu ma courbe de poids, c'était sûr que je serais obèse à l'adolescence. Rétrospectivement, c'est pas si grave d'avoir un IMC à 30.
c'est ce que j'ai aujourd'hui. Rétrospectivement, déjà, il avait raison, mais c'est pas si grave. Mais à l'époque, la façon dont il l'a dit, c'était, j'avais l'impression que j'allais mourir, quoi. Donc, ça a été très angoissant. Il a suggéré un programme alimentaire délirant. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que plus personne ne prescrit ce genre de choses, mais alors surtout pas une enfant de 8 ans. Enfin, je veux dire, c'était plus de glucides, des protéines, des légumes, et puis si j'avais faim, bah tant pis, j'avais faim, quoi. Donc, ma mère, en fait, n'avait pas voulu que je suive ce régime-là, et puis elle, par contre, elle suivait, elle était régulièrement au régime, hein, comme peut-être toutes nos mères, quelque part. Hein. Je pense que nos mères, soit elles étaient minces, soit elles étaient au régime. Hein. Elle suivait régulièrement Weight Watcher, et en fait, du coup, j'avais fait avec elle un programme Weight Watcher. Ce qui, là aussi, me semble délirant, en fait, parce que je me rappelle être allée à une réunion avec elle, et j'espère que Weight Watcher, aujourd'hui, n'accepte plus d'enfants dans les réunions, parce qu'en fait, on met pas les enfants au régime, et si on surveille leur alimentation, on le fait avec un suivi personnalisé, pas dans le cadre d'un programme. Mais donc, du coup, j'ai fait un régime, et puis comme pour tout le monde avec les régimes, ça a marché, et puis j'ai repris du poids. Alors j'en ai fait un autre, et puis ça a marché, et puis j'ai repris du poids. Donc j'ai fait le yo-yo tout en grandissant, et puis arrivé vers 15 ans, ça a été une phase pas très simple sur le plan familial, sans qu'il y ait non plus un énorme traumatisme, hein, mais c'était un moment compliqué sur le plan professionnel et personnel pour mes parents, et ça a été un peu dur. J'ai perdu mon grand-père, je pense que ça m'a pas mal touchée. Et puis, c'est une année où j'ai pris pas mal de poids. Peut-être que j'étais aussi dans le yo-yo du régime. Ça, j'avoue que je sais plus exactement complètement resituer les régimes. Mais peut-être que j'étais dans la reprise post-régime. Et donc, j'ai pris pas mal de poids. Et un jour, je me suis retrouvée sur la balance. Là, j'ai vu 70 kilos. Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, je me suis fait vomir pour la première fois de ma vie. Et puis après, je me suis dit, mais quel gaspillage! Tu vas pas manger et vomir, autant ne plus rien manger. Et c'est là que j'ai fait mon entrée fracassante dans les TCA à proprement parler, même si rétrospectivement, ça faisait des années que j'avais quand même des compulsions, en fait. Je pense à côté de ces régimes, j'avais des compulsions. Je me rappelle de manger frénétiquement du chocolat en cachette. Donc, je pense que l'alimentation, elle était très troublée depuis longtemps. Mais donc là, ça a commencé par une phase très, très, très restrictive. Vraiment je mangeais vraiment très 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 peu, ça a été très efficace, hein. J'ai perdu 14 kilos en même pas 6 mois. Et puis par contre, moi, j'ai jamais eu un IMC, je suis restée dans l'IMC normal, en fait, avec cette entrée dans les TCA. Je suis partie du haut de l'IMC normal jusqu'en bas, mais je suis jamais été maigre. Ce qui fait qu'à l'issue de ces quelques mois, j'avais donc perdu tout ce poids-là. Est-ce que j'étais fatiguée? Je ne saurais pas le redire. Je ne sais pas le souvenir que j'ai, mais je pense que devait y avoir de la fatigue. Peut-être aussi que ça allait mieux sur le plan familial. Le fait est surtout que tout le monde me félicitait d'avoir perdu du poids, alors qu'au fond de moi, je sentais bien que j'avais fait un peu n'importe quoi, que c'était un peu excessif, que j'avais envie qu'on s'occupe de moi et que ça ne marchait pas. Et du coup, pour toutes ces raisons, la restriction, j'ai pu réussir à la tenir. Je pense que c'est pas une question de volonté quand on est dans les TCA et quand on est donc dans moi ce que j'appelle une phase restrictive, parce que je sais pas si je peux vraiment poser le terme anorexie, peut-être, mais à ce moment-là, ça a été une anorexie atypique parce qu'elle a pas duré très longtemps, que j'ai pas été maigre. Qu'il y a plein de mécanismes de l'anorexie qui, je pense, n'ont pas eu le temps de s'installer chez moi, et tant mieux. Il y a eu d'autres choses qui, clairement, sont bien les marqueurs de l'anorexie. Je me pesais 10 fois par jour. J'étais ravie de voir que j'avais perdu 200 grammes entre le matin 8h et l'après-midi 14h. Donc, il y avait clairement des choses qui ressemblaient tout à fait à l'anorexie, mais le fait est que ensuite, ça a en fait viré à une phase qui a intégré en tout cas de la boulimie, en tout cas des vomissements. C'est-à-dire que soit j'arrivais à tenir la restriction, j'arrivais à sauter un repas, j'arrivais à manger très peu, soit je faisais un repas normal, et à ce moment-là, j'allais le compenser par des vomissements. S'il y avait un aliment que je trouvais interdit, trop gras, trop sucré, je le compensais par des vomissements.
Et du coup, là, je suis rentrée dans une phase cauchemardesque pendant, je pense, bien 6 mois encore, où je me faisais vomir 3 fois par jour, quoi. Et puis, je me suis relevée de la cuvette des toilettes un jour en me disant que j'étais complètement folle, que c'était trop douloureux. Et du coup, je suis allée consulter une psy qui n'était pas spécialiste en TCA, mais je pense que j'ai posé un petit peu mes valises de souffrance. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a écoutée. Elle m'a aussi dit que qu'il y avait des risques associés aux troubles du comportement alimentaire, au fait de se faire vomir. Et puis, en quelques séances, les choses se sont bien améliorées. Je me suis dit qu'il fallait que j'accepte de reprendre du poids, qu'il fallait que j'accepte de ne plus être en restriction pour m'en sortir. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Là, j'avais 16 ans. Ça faisait 1 an que j'étais dans les troubles du comportement alimentaire à proprement parler. J'en ai parlé à mes parents, je leur ai expliqué que je m'étais fait vomir pendant plusieurs mois. Ça a été un peu dur pour eux, je crois, de l'entendre. Je pense que d'une certaine façon, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je pense que quand on est parent, il y a énormément de déni vis-à-vis de la souffrance de ses enfants. C'est dur à accepter. Et puis, il y a eu une phase où je pense que ça allait mieux. J'ai repris du poids plus que ce que j'aurais aimé, mais bon, j'ai supporté. J'avais encore des crises de boulimie. J'avais encore des aliments que je compensais presque systématiquement par des vomissements, mais c'était pas plusieurs fois par jour. J'avoue ne plus vraiment me souvenir si c'était tous les jours, si c'était toutes les semaines. C'est un peu flou dans ma tête. Je pense que ça a été aussi quand même une période où j'ai été centrée sur d'autres choses. Je pense que ça aussi, ça m'a sauvée, ça allait bien dans ma vie. Moi, j'étais très bonne en classe, j'avais plein d'idées dans la tête, d'études, de voyages, j'avais des amis, j'ai eu mon premier copain, enfin il y avait des tonnes de choses qui se passaient bien en fait. Donc je pense que ça m'a énormément aidée à ce que ça aille. Et puis je me l'étais pas formulé en fait avant 2020, mais en fait j'ai complètement fait une rechute 2 ans plus tard quand j'étais à la fac, où là en fait j'ai de nouveau été dans une phase ultra restrictive. Je sais pas pourquoi je ne l'avais pas réalisé à l'époque, vu ce que je mangeais. Et surtout je l'avais pas réalisé, j'ai réalisé là en 2020 en me disant mais en fait cette année-là, tu mangeais pas beaucoup non plus quand même. De nouveau, j'ai vraiment mangé. Je contrôlais tout ce que je mangeais, et puis quand je réfléchis à ce que je mangeais, c'était dérisoire. Et je trouve que d'ailleurs, c'est là qu'on voit qu'il faut faire assez attention à certains discours qu'on peut entendre sous des atours de santé, etc. Parce que c'est ces discours-là qui sont utilisés par les gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Moi, par exemple, j'avais décrété que je n'avais pas faim le matin. Aujourd'hui, je dirais sans doute que je fais un jeûne intermittent. Mais donc, ça passe. Le soir, je mangeais léger, parce que bien sûr, on mange léger le soir pour pouvoir dormir, donc je mangeais des légumes. Et puis en fait, le seul repas avec autre chose, c'était le midi, sauf que le midi, en fait, j'étais à la fac, mes parents voyaient pas ce que je mangeais, mes copines, elles voyaient pas ce que je mangeais le soir, et en fait, je mangeais une micro-salade dérisoire avec une pomme. Je pense que c'était vraiment pas énorme. Donc j'ai bien sûr reperdu pas mal de poids. À côté, j'avais très souvent des compulsions associées à des vomissements, donc des crises de boulimie. Et puis, j'ai fini par partir de chez mes parents quand j'avais 20 ans. Je suis allée faire mes études à Berlin. Et puis, les choses se sont progressivement un petit peu remises toutes seules, je dirais. Je pense que j'avais fondamentalement envie de m'en sortir. En fait, je pense que j'arrivais pas à réaliser que j'étais dans la restriction. Mais par contre, je savais très bien quand je vomissais que c'était pas une bonne chose et que c'était pas agréable. Et donc, j'avais envie de me sortir de ça. Et le fait est que à partir du moment où j'ai pu avoir mon frigo avec ce que je voulais manger, avec tout ce que je voulais manger quand je voulais, pas d'horaire, mon rythme à moi, ça a participé à pouvoir me réapproprier les choses. La vie a fait son œuvre aussi, ça allait bien sur plein de plans, donc je me suis épanouie. Et puis progressivement, j'ai accepté de manger certains aliments sans les compenser, de faire une crise, d'essayer aussi de pas systématiquement compenser des prises alimentaires par des vomissements. Mais ça s'est fait sur en fait peut-être 5-6 ans de plus.
Et puis quand je suis revenue vivre en France, j'avais 24 ans. Pour d'autres raisons, j'ai entamé une psychothérapie, pas du tout centrée sur les troubles du comportement alimentaire. Et d'ailleurs, j'ai soigneusement évité le sujet quelque part, je réalise maintenant. On n'en a pas peu parlé. Mais par contre, ça m'a fait énormément de bien à moi. Et en fait, derrière les troubles du comportement alimentaire, il y avait aussi, bien sûr, un problème existentiel, en fait, et notamment autour des crises de boulimie. Moi, c'est vraiment rétrospectivement comme ça que je les analyse. C'était des moments de trop-plein de ce que j'étais, en fait. Je pense que j'essayais sans arrêt d'être une autre, parce que pas forcément d'ailleurs que je n'acceptais pas qui j'étais, mais que j'avais l'impression que c'était en inadéquation avec les attentes de mon entourage, de la société, des hommes, de mes amis. Donc j'étais sans arrêt en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et puis j'avais ces moments où tout d'un coup j'avais l'impression de pas pouvoir me contenir. En général, il y avait de la panique, je mangeais. Là, je me disais, mon Dieu, t'as beaucoup trop mangé, ça va pas du tout, tu vas être nulle, tu vas non seulement être bavarde, chieuse, hystérique, enfin tout ce que je pouvais imaginer autour de mon caractère, et être grosse parce que tu vas manger. Et puis voilà, je mangeais, je me faisais vomir, et puis la crise se terminait, ça avait anesthésié tout ça, je remettais le couvercle, je repartais pour un tour en jouant le rôle de quelqu'un que je n'étais pas, en fait. Et du coup, toute la psychothérapie m'a amenée à accepter qui j'étais, en fait, et à m'apaiser sur le plan psychique. Et de fait, les crises de boulimie, au fur et à mesure, se sont espacées une fois par mois, une fois par an. Et puis, un jour, ça a été la dernière, et c'était il y a 7 ans, je crois. Néanmoins, parce que je pensais justement que l'histoire était finie là, que j'avais un comportement alimentaire normal, tout en me disant que, comme j'avais souffert de TCA, mon comportement pouvait pas être complètement normal, que ça serait pour toujours ma fragilité, etc. Et puis est arrivé 2020, le confinement. Je pense qu'on a tous eu un petit peu de temps pour s'interroger sur soi, pour avoir ce moment de repli sur soi. Et puis au début du confinement, j'étais à 2 doigts d'entamer un régime. J'étais à 2 doigts en pensant justement que oui, je pourrais maintenant reprendre de la restriction, ça m'intéresserait de savoir combien de calories je consomme. Et puis en fait, heureusement, d'une vidéo YouTube en vidéo YouTube, je suis tombée en fait sur des concepts que je connaissais autour de l'alimentation intuitive, autour de la méthode qu'on appelle souvent méthode Zermati, mais qui est en fait l'approche du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et en fait, là, je me suis dit, ah oui, mais en fait, déjà, perdre du poids, ça va rien changer à ton moral. En fait, si t'as l'estime de toi dans les chaussettes, Jeanne, donc occupe-toi de ça. Donc, je me suis occupée de moi. Et puis, je me suis de plus en plus dit, mais mon Dieu, en fait, ton comportement alimentaire n'est pas du tout serein. En fait, il y a un problème encore. Et je pense qu'à partir du moment où on a souffert de TCA, qu'on s'est retrouvé à se faire vomir après chaque repas, on a une barre d'exigence qui est pas très haute, en fait. C'est-à-dire que on pense un peu que ne plus être en guerre contre la nourriture, ça fait qu'on est en paix, sauf qu'en fait, non. C'est autre chose, en fait. D'être complètement serein, c'est pas ne pas avoir de TCA, en fait. On peut ne plus souffrir de TCA à proprement parler, mais pas être sereine vis-à-vis de l'alimentation. Et puis du coup, je me suis lancée là-dedans. J'ai creusé un peu tout le printemps, été. Et puis à partir de septembre-octobre, j'ai contacté une diététicienne donc qui est formée à l'approche du gros. Et puis on a entamé un suivi. Et puis c'est le jour et la nuit. Là, ça va faire 1 an maintenant que j'ai entamé ce travail-là. Et je suis maintenant à un niveau de paix avec la nourriture que je n'aurais même pas imaginé possible il y a 1 an. On m'aurait dit ça il y a 1 an, j'aurais dit mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Oui, parce que tu étais vraiment dans cette croyance que, ayant souffert de troubles allant jusqu'à la boulimie vomitive, donc vraiment de TCA qui n'ont pas été diagnostiqués comme tels, hein, si j'ai bien compris, il n'y a pas eu ce mot admis, mais n'empêche qu'on peut regarder ça comme ça avec le recul. Et vraiment, la croyance, c'était de toute façon, je serais toujours fragile. Enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui souffrent ou ont souffert de TCA, de se dire, tu sais, un peu comme l'ex-fumeur va dire c'est ma fragilité, j'aurai toujours ça. Enfin, il y a vraiment cette croyance-là, effectivement. Et
Et puis même au-delà, en fait, je me rends compte maintenant que même des gens qui n'ont pas souffert de TCA, après aussi, ils ne pensent ne pas avoir souffert de TCA, je pense aussi qu'il y a une méconnaissance, en fait, de qu'est-ce qui constitue un TCA, et notamment quand on regarde les troubles du comportement alimentaire dits atypiques, c'est un peu des catégories fourre-tout où, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces catégories-là. En fait, dès qu'on a une alimentation troublée, à mon avis, on peut assez vite basculer dans le trouble du comportement alimentaire à proprement parler. Enfin, dit atypique, mais à proprement parler. Mais en fait, il y a peu de gens qui pensent que l'alimentation, ça peut être quelque chose de serein. Tout le monde veut contrôler sans arrêt son alimentation. Et je me rends compte, depuis que là, j'ai mon compte Instagram, à quel point c'est nager à contre-courant que de venir dire, bah en fait, je ne contrôle plus ou quasiment plus mon alimentation avec ma tête. Ça veut pas dire que je ne l'utilise plus, parce que donc moi, je suis dans la mouvance de l'alimentation intuitive. L'idée de l'alimentation intuitive, c'est pas de se nourrir à l'instinct. Je vais pas dans la forêt renifler des fruits pour savoir lequel je vais manger. C'est clairement pas de toute façon comme ça que je vis, en plein Paris. Mais bien sûr qu'il y a des moments où on utilise nos cerveaux pour amplifier, pour comprendre en fait les signaux corporels. Mais le but, c'est de comprendre les signaux corporels. C'est pas d'aller à leur rencontre ou de décider à leur place. Et ça, mais de dire ça, je me rends compte à quel point c'est... il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors que l'alimentation, c'est une fonction qui est régulée, en fait, exactement comme les autres fonctions de notre corps, notre température, notre soif, notre envie d'aller aux toilettes. Enfin, je sais pas, les gens se disent pas qu'il faut qu'ils boivent tant de verres d'eau par jour, et puis que s'ils ont bu tant de verres d'eau, il faut qu'ils aillent que tant de fois aux toilettes. Enfin, on n'est pas en train de mesurer tout ça, et par contre, on le fait avec l'alimentation. Je dis pas que c'est pas plus complexe l'alimentation, et je comprends que les gens en arrivent à ce contrôle, mais c'est simplement que, à partir du moment où on se rend compte que ce contrôle génère de la souffrance ou alors trop de prise de tête, parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses à faire dans la vie que se prendre la tête avec l'alimentation, en fait, il faut juste savoir que c'est possible d'en sortir et d'avoir moins de charge mentale, moins de contrôle, et du coup, d'être beaucoup plus serein, en fait. Et sortir de ce que tu disais, cette mentalisation qui finalement est considérée comme normale, parce qu'on entend ça, mais même, toi tu l'as vécu étant enfant et même bébé, toi quand tu étais bébé, il y avait déjà l'extérieur qui venait dire, mais il y a quelque chose de pas normal, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et qui dénature finalement cette relation qui à la base est complètement, j'allais dire pure, c'est le mot qui me vient, je sais pas pourquoi, mais qui est complètement naturel, voilà. Ce qui est intéressant dans ton mot pur, c'est que dans l'alimentation intuitive, un concept qui est assez important, c'est la neutralité vis-à-vis des aliments. C'est vraiment une notion que j'avais du mal à comprendre au début, c'est de dire qu'il n'y a pas des aliments qui sont bons ou mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences d'ordre nutritionnel. Personne n'est en train de dire que une barre chocolatée et des céréales complètes, c'est la même chose sur le plan nutritionnel. Non, il y a des nutriments différents. En fonction du type d'agriculture, les choses vont être différentes, de si les produits sont transformés, pas transformés. Enfin, évidemment, il y a plein de différences. Mais pour autant, il n'y a pas un produit qui par essence est bon et un autre qui est par essence mauvais. Il n'y a pas le fait d'avoir l'impression de faire preuve de supériorité morale parce qu'on consomme des graines germées et des légumes bio par rapport à manger des produits industriels, en fait. On est la même personne, peu importe ce qu'on mange, sur le plan de la morale. Et moi, au début, quand j'ai entendu parler de ce concept, je me disais, mais c'est une évidence. Et en fait, j'ai réalisé au fur et à mesure à quel point j'avais mis cette morale derrière les prises alimentaires. C'est-à-dire que à partir du moment où je me retrouvais, et récemment, j'ai fait une expérience avec du Nutella. Et je pense que ça peut assez bien illustrer la chose parce que je pense qu'il y a vraiment, c'est quelque chose que j'ai bien déconstruit récemment. Le Nutella, c'était déjà bien sûr l'aliment de toutes les convoitises, mais celui à côté duquel je me sentais incontrôlable. Des pots de Nutella à la petite cuillère, j'en ai mangé. C'était un des aliments phares de mes crises de boulimie. C'était un des aliments que j'avais diabolisé et qu'il fallait compenser si j'en consommais. Donc je ne savais pas être sereine vis-à-vis d'un pot de Nutella. C'était impossible. Je ne me sentais pas. Je me sentais simplement pas. Je me sentais incontrôlable. Ouais. Et puis en fait, pour diverses raisons, ces dernières années notamment, en fait, moi, donc j'ai une fille qui a 2 ans et demi et pendant ma grossesse, j'étais dégoûtée du sucre.
dégoûtée ou désintérêt, mais en tout cas, j'en avais pas envie. Donc, ça a été une période très sans sucre. Puis, à l'issue de ça, mon palais avait un peu évolué. J'avais envie de choses un peu moins sucrées. Je m'étais aussi beaucoup convaincue que j'avais envie de choses moins sucrées. Mais du coup, j'avais un peu maintenu ça. Donc, le Nutella, je l'avais un peu supprimé de la liste des choses que j'aimais et je l'avais remplacé par des pâtes à tartiner plus riches en oléagineux, avec moins de sucre, plus qualitatives aussi sur le plan de la fabrication, etc. Et puis, j'ai mangé beaucoup de pâtes à tartiner parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on sort de ces restrictions, il y a une phase de compensation où on mange beaucoup les aliments qu'on avait autrefois diabolisés. Donc, j'ai mangé beaucoup de pâtes à tartiner ces derniers mois, ça s'est calmé. Et puis, je me suis dit, bon, le Nutella, il faudrait regoûter. Ouais. Et puis, j'ai regoûté du Nutella il y a une semaine et ça a été tout autre, en fait. Je me suis retrouvée juste presque face à un aliment inconnu, comme si je mangeais un fruit exotique, ou je me suis juste... Je l'ai pris vraiment comme une page vierge de quel goût ça va avoir, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais trouver ça trop sucré, qu'est-ce que je vais penser de la texture, enfin voilà, je l'ai pris vraiment d'une façon hyper neutre, en fait. Je me suis pas 30 secondes dit... c'est trop gras, c'est trop sucré, mon Dieu, tu vas être incontrôlable, tu devrais pas. Il n'y a pas eu toutes ces pensées, en fait, qui viennent parasiter la prise alimentaire. Je me suis juste dit, tiens, mais est-ce que c'est bon ? Et du coup, j'ai trouvé ça bon. J'avais fait des crêpes, je m'étais mis dans des bonnes conditions pour en profiter au max. Je me suis mangé mes 2 crêpes de Nutella. À la fin, j'étais un peu écœurée sans non plus être hyper mal, mais voilà, fallait s'arrêter. Je suis pas retournée en manger dans le pot. Et puis depuis, le pot il est dans mon placard et il est là, il m'angoisse pas, j'ai pas envie de le manger. Enfin, juste c'est un aliment comme un autre, comme j'aurais une pomme ou un yaourt, en fait. C'est ça, ce rapport pur, en fait, c'est d'être face à tous les aliments avec la même neutralité, la même candeur de juste est-ce qu'on trouve ça bon ou pas ? Est-ce que après l'avoir mangé, on se sent bien en termes de confort, j'allais dire dans la bouche, au niveau de l'écœurement? Est-ce que l'expérience sensorielle a été intéressante? Est-ce qu'on se sent bien sur le plan digestif? Enfin, voilà, en fait, ça devrait être ça qui devrait nous guider sur le plan alimentaire, plutôt que se rajouter des c'est bien, c'est pas bien. Enfin, moi, je pense que la morale, elle a pas sa place dans nos assiettes. Après, se poser la question, typiquement sur le Nutella, de si c'est un produit éthique et si on a envie de l'acheter pour des raisons écologiques ou économiques, parce que c'est un gros groupe, pas forcément. Enfin voilà, moi j'aime bien essayer de trouver des produits un peu plus artisanaux, locaux, tout ça, être dans le circuit court. Mais c'est au moment d'acheter ces produits, mon Dieu, qu'il faut culpabiliser à ce moment-là. Pas au moment de les manger, une fois qu'ils sont là, autant ne pas les gaspiller et autant en profiter. Oui, après ça fait intervenir d'autres valeurs finalement qui n'ont pas forcément à voir avec l'alimentation du coup. C'est ça que tu dis, ça peut être autre chose. À partir du moment où on a fait un peu le ménage et où, par exemple, typiquement le Nutella, on n'est pas en train de le manger en se disant c'est pas bien, je suis quelqu'un de mauvais, c'est trop sucré, je vais prendre du poids. On regarde juste le pot de Nutella pour ce qu'il est, un produit qui est bon sur le plan gustatif, en tout cas pour moi je l'ai trouvé bon, mais voilà, qui peut poser des problèmes d'un point de vue éthique, et du coup ça replace le problème entre guillemets avec le produit au bon endroit. Mais du coup, on peut plus faire le tri, en fait. Il y a des gens qui font la guerre aux produits industriels, mais qui n'ont pas de problème à acheter des laits végétaux, alors que c'est un produit qui est assez transformé, des compotes industrielles, c'est industriel aussi. Alors, il y a du transformé, du ultra transformé, mais je veux dire, voilà, il y a plein de produits industriels que les gens n'ont aucun problème à consommer, ou des protéines en poudre. Et puis par contre, on en diabolise d'autres. Et la pâte à tartiner, ça peut aussi être artisanal, on peut la faire à la maison. Donc en fait, derrière, la peur, elle est autour du gras et du sucre. Et en fait, moi, j'en suis un peu à venir à me dire, sauf pathologie particulière où il faut faire attention, mais là, c'est autre chose, et puis ça se diagnostique, et en fait, il n'y a pas un problème avec le gras et le sucre. Surtout que les choses sont bien faites. Le gras et le sucre, c'est dense en calories, c'est hyper palatable. On ne peut pas en manger trop à partir du moment où, comme on n'est plus dans une forme d'angoisse avec l'alimentation, on est dans l'instant présent, on en profite pleinement. Du coup, on ressent le plaisir, donc on est rassasié plus vite. Et aussi, maintenant, je sens beaucoup plus... j'ai l'impression que mes papilles sont à saturation beaucoup plus vite de tous ces produits gras et sucrés, des choses que je ressentais pas avant, en fait. Et oui, c'est vraiment, tu vois, ce que tu décris, c'est ce que moi je peux décrire comme une alimentation vraiment en conscience, du coup. Avec, tu sais, je reviens au pot de Nutella, où tu le redécouvrais avec ce qu'on explique en pleine conscience, c'est dans ce concept du débutant, enfin dans cette découverte du débutant qui découvre les choses comme
comme s'ils ne les avaient jamais rencontrés en fait dans cette neutralité-là, et du coup de pouvoir être vraiment pleinement attentive finalement à ce que ça t'apporte. Alors je dis pas que, et puis j'imagine que tu vas dire comment on n'est pas en train en permanence d'être à l'écoute des sensations, etc. Mais c'est cet entraînement-là qui fait que du coup tu vas pouvoir recevoir le goût, la texture, etc. d'une façon optimale et surtout naturelle finalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile quand on retravaille sur son comportement alimentaire. Moi, en tout cas, pour moi, ça a été très dur de remettre de la conscience. Parce que ça demande de la concentration. Donc déjà, en général, on est à une époque où on a du mal de toute façon à être dans la pleine conscience avec quoi que ce soit. Quand on a une alimentation troublée, en fait, quand on se met face à son assiette, notamment sur des produits qu'on a un peu diabolisés, en fait, il y a de la peur, de l'inquiétude, de la culpabilité. Donc ça nous déconnecte. On n'a pas envie d'être en pleine conscience vis-à-vis de ces émotions-là. Donc en fait, on se coupe de ces émotions-là, alors que c'est précisément... Je dis pas du tout qu'il faut systématiquement être en pleine conscience quand on mange des aliments gras et sucrés, mais le plus souvent possible, je dirais. Déjà parce que plus on est en conscience, plus on prend plaisir. Mais si on prend un carré de chocolat parce qu'on a un petit coup de mou, qu'on en a besoin pour se détendre, voilà, une prise émotionnelle, je pense que c'est complètement normal et que l'alimentation, elle est là aussi pour nous aider sur le plan émotionnel. Mais par contre, il faut en faire un bon moment. Parce qu'on aura une détente démultipliée, et puis ça évitera de manger compulsivement le chocolat, et du coup d'avoir une prise alimentaire importante, du coup d'être inconfortable sur le plan digestif après, et de rajouter de la culpabilité. Alors que plus on est en conscience, plus en fait la prise alimentaire, elle joue pleinement son rôle en fait. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était dur de retrouver de la conscience. À l'époque, quand mes signaux sont revenus, et toutes ces sensations, donc c'était à l'automne dernier. Pour le coup, je méditais assez souvent. Là, je le fais pas trop en ce moment. Je pense que ça correspond un peu moins à mes envies. Et puis, je me rends compte que j'arrive à reconnecter avec d'autres choses que de la méditation, avec de la danse, en cuisinant, en marchant, et que ça me correspond peut-être plus. Mais à l'époque, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Je pense que ça peut être un bon outil pour aider à se recalmer et à accepter des moments où on fait rien. Et du coup, accepter des moments où on va que manger et pas être devant la télé et en train de discuter, d'être seul face à soi-même et ensuite seul face à son assiette. C'est vraiment un outil qui m'a aidée. Et à partir du moment où effectivement on arrive à remettre de la conscience, je sais même pas si je suis au bout du chemin, mais je vois bien que de plus en plus, c'est un peu comme la conduite en fait. Au début, il faut être très concentré sur les contrôles rétro, regarder tout, etc. Et puis ensuite, tout se met en pilotage automatique. On réalise même plus qu'on fait régulièrement des contrôles dans les rétroviseurs. Là, je réfléchis même plus à régulièrement, au milieu d'un repas, me détacher un tout petit peu de la conversation pour me recentrer sur les goûts à un moment du repas, sentir que je peux ralentir parce que j'ai un peu moins faim, sentir que les goûts sont en train de changer, donc me réinterroger sur est-ce que je veux aller au bout de mon assiette ou est-ce que c'est plus agréable. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se mettre un peu en pilotage automatique. De temps en temps, j'essaye de refaire des repas vraiment en pleine conscience, mais on peut pas le faire tout le temps. C'est épuisant. J'ai trouvé que c'était très fatigant. Donc c'est des exercices de se mettre en pleine conscience. C'est ça. Je suis en train de voir qu'on va bientôt se quitter, Jeanne. Et alors, j'avais envie de te demander déjà ce que tu souhaitais nous transmettre comme message, en fait, parce que moi, j'entends vraiment dans ce que tu fais et ce que tu fais passer sur ton compte Instagram un message à faire passer. Et puis aussi la façon dont tu pourrais résumer tout ça, ou un mot de la fin, ou une phrase de la fin. Enfin voilà, comment tu voudrais qu'on termine? Je pense que le plus important, peut-être, c'est de dire déjà que c'est vraiment possible de guérir. C'est vraiment possible d'avoir une alimentation sereine, et si on a souffert de troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment possible de tourner la page et d'avoir un rapport serein. On n'est pas condamné à avoir un rapport compliqué à l'alimentation parce qu'on a une alimentation troublée ou des troubles du comportement alimentaire. C'est possible. Par contre, je suis vraiment aujourd'hui persuadée qu'il faut bien sûr creuser les pistes psychologiques, parce que souvent, quand il y a des troubles du comportement alimentaire, il y a une petite histoire personnelle qu'il faut creuser.
Mais je pense qu'on ne peut pas se passer à un moment d'un travail sur le comportement alimentaire. Et moi, j'avais pensé résoudre mes troubles du comportement alimentaire que en résolvant mes problèmes d'ordre psychique. En fait, non. À partir du moment où on s'est retrouvé dans des troubles du comportement alimentaire, on s'est déconnecté de son corps. Et je pense que c'est un travail. C'est compliqué, à mon avis, de se reconnecter sans un travail sur le comportement alimentaire à proprement parler. Et c'est un travail qui est compliqué, qui est long, qui est douloureux. Moi, quand j'ai retrouvé mes signaux, donc ressenti de nouveau la faim, la satiété, le rassasiement, tout ce plaisir dans la bouche, donc aussi ressentir le relief des aliments, les aliments gras, les aliments sucrés. C'est pas que je ne ressentais pas ça avant, mais de façon, je sais pas, 10 fois moins forte. Ça a été très déstabilisant. Parce que je pense que la dernière fois que j'avais ressenti ça, j'étais au cœur des troubles du comportement alimentaire, notamment dans les phases restrictives, et j'ai eu quelques jours où je me suis dit, c'est pas possible, je vais faire une rechute d'anorexie. C'est pas possible. Parce que en fait, ces signaux-là, ils me faisaient peur, quelque part. Et faut tenir bon, faut être bien accompagné. C'est pour ça que je pense que c'est très important d'aller se faire accompagner par un professionnel de santé qui est spécialisé sur ces questions-là. Et en même temps, c'est une fois qu'on est passé de l'autre côté de la barrière, qu'on a réussi à franchir cette étape-là, mais la vie est tellement plus simple. Et en fait, moi, je pense que j'avais refusé à l'alimentation la place qu'elle a jouée et qu'elle joue dans ma vie. C'est-à-dire que je voulais pas être définie par le fait d'avoir souffert de troubles du comportement alimentaire. Je voulais pas être définie par mon poids, alors qu'en fait, c'est une histoire hyper importante de ma vie. C'est une part de qui je suis. Ça a été cette souffrance autour de l'alimentation, cette souffrance autour du poids, cette insatisfaction corporelle. Et en fait, il a fallu que je lui fasse de la place, que j'accepte ce passé, et aussi que je laisse l'alimentation jouer son rôle au présent. Donc, bien sûr, me nourrir et ne pas refuser de me nourrir ou refuser certains aliments parce que pour des raisons arbitraires définies dans la tête, mais aussi d'accepter que l'alimentation a un rôle émotionnel à jouer et que c'est OK, en fait. Ça veut pas dire faire des compulsions, ça veut juste dire la journée a été un peu dure, ce soir j'ai envie d'un repas un peu réconfortant et d'un dessert. Mais c'est OK, en fait, il n'y a pas de problème. C'est quand c'est tous les jours, c'est quand c'est dans des quantités astronomiques, c'est quand ça génère de la souffrance que ça devient un problème. Tant que c'est ça, et puis d'ailleurs, ça peut être un carré de chocolat, la prise émotionnelle. Mais en fait, depuis que j'ai accepté ça, j'ai l'impression d'avoir trouvé la clé qui ouvre toutes les portes. Je sais plus, il y a un dicton de je ne sais plus qui dit que c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Et je pense que j'avais effectivement fait beaucoup de travail et ouvert toutes les portes qu'il fallait avec toutes les clés, mais que je m'étais refusée à utiliser la clé alimentation. Et en fait, je me sens tellement plus apaisée sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan émotionnel, en fait. Moi, j'étais quelqu'un de très à fleur de peau, très hypersensible. Je pense que je suis encore une hypersensible, mais j'accepte toutes les émotions aussi beaucoup plus facilement. Je les accueille, en fait. Je leur résiste moins. Donc, je pense que si on sent qu'il y a de la souffrance avec l'alimentation, ça vaut le coup d'entamer un travail. Il faut être prêt à le faire parce que ça demande de l'énergie. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Parce que si on a un problème avec l'alimentation, sans doute qu'on parlera de plein d'autres choses dans la thérapie. Pour moi, c'est une clé hyper importante et c'est quelque chose de très précieux, en fait, d'avoir un comportement alimentaire serein. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. La nourriture n'est pas censée être source de souffrance. Et ça, je ne l'ai compris que cette année, à 35 ans. J'aurais passé la moitié de ma vie à souffrir de manger. C'est absurde. Ça me semble absurde aujourd'hui. Je reste vraiment avec des bébés. Il y a vraiment eu quelque chose des bébés et qui après a pris d'autres formes finalement, mais t'a accompagné pendant toutes ces années. Et au bout du compte, aujourd'hui, tu dis, mais voilà, maintenant, il y a une relation qui est ajustée en fait. C'est le mot qui me venait aussi. Avec
vivre l'alimentation pour ce qu'elle est dans ses différentes formes, de se nourrir, de se faire plaisir, de soutenir l'émotionnel quand il a besoin d'être soutenu, mais en toute... le mot qui vient, c'est toute quiétude, en fait, dans quelque chose de naturel, finalement. Tout à fait. Et je trouve que plus on accepte ça, j'ai l'impression aussi que depuis que j'ai accepté ça, il y a plein d'autres choses qui viennent soutenir mes émotions. C'est-à-dire que de temps en temps, si je sens que j'ai besoin d'une pause, je vais plus sentir si j'ai besoin d'aller marcher, par exemple. Et je vais me l'autoriser. De me dire, non mais là, t'as besoin d'une pause. Alors qu'avant, peut-être aussi que je m'autorisais pas la pause. Donc, je prenais quelque chose à manger, que je mangeais frénétiquement sans faire de pause. Maintenant, je m'autorise la pause. Si j'ai envie de manger, je mange et c'est un bon moment. Mais si j'ai envie d'aller marcher, je marche. Si j'ai envie d'un thé chaud, c'est un thé chaud. Si j'ai envie d'aller dormir, je vais aller dormir. Si j'ai envie de danser, je vais mettre 5 minutes de la musique et je vais danser. Et du coup, moi je trouve qu'un travail alimentaire, en tout cas, je pense si on croise les bonnes personnes, souvent c'est une première porte sur le fait de satisfaire plus généralement ses besoins d'ordre physique ou physiologique, je sais pas quel est le bon terme, physiologique peut-être, et d'ordre émotionnel. À partir du moment où j'ai réalisé que si j'avais besoin d'une pause, la pause elle était légitime, que si j'avais faim, j'avais le droit de manger, que si j'avais envie de manger, j'avais le droit de manger, et que je pouvais aussi avoir envie d'aller faire des étirements, et de pas prendre aussi les pauses sportives comme allez, tu fais du sport parce qu'il faut compenser, t'es restée assise toute la journée, mais pour se faire du bien. Mais en fait, l'état d'esprit est tout autre en fait par rapport à tout ce qui nous procure du plaisir en fait. Moi, je pense que sur le papier, il n'y a pas une grande différence entre ma façon de vivre aujourd'hui et de manger qu'il y a un an. J'ai pas changé grand-chose à finalement le contenu de mon assiette. Je pense que quelqu'un qui regarderait juste le contenu de mon assiette voit pas une grosse différence. Parce que moi, je m'autorisais déjà les aliments dans cette phase de demi-guérison. Simplement, je culpabilisais de les manger, mais je les mangeais. Je pense que je mange moins parce que j'ai plus de compulsion, donc je mange moins de tout. Mais voilà, ça se voit pas tant que ça sur l'équilibre au sein de mon assiette ou sur la quantité de sport que je vais faire. Mais l'état d'esprit est tout autre. Et en fait, l'état d'esprit il compte autant que l'acte en lui-même, en fait. Je sais pas, j'ai peut-être recréé le lien entre le corps et l'esprit, quelque part, alors que je pensais être quelqu'un de connecté en plus, comme quoi on peut vraiment se voiler la face. Au moins là je suis heureuse, alors qu'il y a un an en fait j'étais en souffrance par rapport à l'alimentation et par rapport à mon corps aussi. Mon poids il a pas beaucoup varié ces derniers mois, mais je me sens je m'aime beaucoup plus. Voilà. Donc l'état d'esprit ça fait toute la différence, et il faut aussi accepter que ça prend du temps. Il n'y a pas de baguette magique par contre. Moi, ça fait 1 an que j'ai entamé ce travail pour pleinement apaiser mon rapport à l'alimentation. Et ce travail-là, il vient sur 10 ans de psychothérapie, sur plus de TCA à proprement parler depuis 7 ans. Et néanmoins, ça me prend quand même du temps. Et je pense que j'ai encore des choses à déconstruire. Et j'ai l'impression qu'une fois que tout sera déconstruit, il faudra que je laisse passer au moins 4 saisons là-dessus pour pleinement intégrer tout, en fait. Parce que nos besoins changent en fonction des saisons, nos envies. Il y a plein de questions que je me pose, j'ai pas encore les réponses. Donc, il faut accepter ce temps long. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on entame un travail, en tout cas dans l'approche de l'alimentation intuitive et donc le pendant français de l'alimentation intuitive, là, l'approche du gros, ça va beaucoup mieux très vite. Le chemin est long, mais le soulagement, il est rapide. En tout cas, pour les personnes avec qui j'ai parlé, tout le monde a un peu le même constat que très vite, ça va beaucoup mieux. Et moi, je l'ai senti. Au bout de quelques mois, j'avais une charge mentale en moins. C'est important que tu partages ça, effectivement. Je te remercie beaucoup, Jeanne, pour ce temps qu'on a passé ensemble et pour tous ces messages que tu fais passer qui sont très précieux pour les personnes qui nous écoutent, pour moi aussi. Moi, je continue à en apprendre aussi tous les jours en vous entendant les unes et les autres au fur et à mesure de ces entretiens. Et puis, écoute, à très bientôt sur Instagram, de toute façon. Merci à toi pour cet échange, pour ton écoute, parce que j'ai beaucoup parlé. Et puis, merci d'offrir un outil supplémentaire pour parler de l'alimentation et d'un rapport serein à l'alimentation avec des témoignages. C'est bien que ces podcasts aussi se multiplient. Je pense qu'on en a besoin.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver Jeanne sur son compte Instagram que je vous mets dans la description de cet épisode. Si vous souhaitez vous aussi venir contribuer en apportant votre témoignage dans un épisode du podcast, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, j'attends vos retours, vos commentaires sur cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir.